La deuxième question que j'ai apportée concerne le thème du level up en solo. Quel pays est en train de monter en niveau? Cela circule beaucoup dans les communautés ces jours-ci. Les États-Unis ont annoncé leur taux de croissance du PIB pour le troisième trimestre. Un taux annuel de 2,8% a été annoncé. Pour référence, un taux annuel signifie que si la croissance de ce trimestre se poursuivait, cela représenterait une croissance de 2,8% pour l'année. Ce qui signifie que, trimestriellement, on peut estimer une croissance d'environ 0,7%. En gros, 0,7 multiplié par 4 donne 2,8. Mais quand on regarde le taux de croissance des États-Unis, il est en dessous des prévisions avec un taux annuel de 2,8%. Quelle était la prévision? Pour ce pays fou, la prévision était de 3,1% par an. Alors on voit que les États-Unis, ce grand pays, s'attendent généralement à une croissance de 3%. Le pays numéro 1 en termes de produit intérieur brut mondial connaît une croissance proche de 3% par an. Et pour information, combien ça représente pour la Corée du Sud? Eh bien, c'était 1,5% par rapport à l'année précédente. Tu as dit qu'aux États-Unis c'était 0,7 par trimestre, n'est-ce pas? Pour notre pays, c'était 0,1% par trimestre. Mais que se passait-il si l'on ne croit que de 0,1% ce trimestre? En fait, la prévision de croissance du PIB pour 2024 en Corée du Sud était initialement autour de 2,4%. Mais vu que ce trimestre a été un peu en dessous, bien que le trimestre précédent ait été très bon et que les exportations aient atteint un niveau record, la croissance a été limitée. Il semble donc inévitable que les prévisions pour cette année soient revues à la baisse. On s'attend à ce que cela se situe dans les premiers 2%. 2,2%? 2,3%? Le PIB pourrait baisser à ce niveau-là. Mais si les États-Unis croissent plus rapidement que la Corée, que va-t-on faire? Notre pays affiche une croissance de 0,1% par rapport au trimestre précédent et de 1,5% par rapport à l'année précédente, tandis que ce pays vise un objectif annuel de 3%. Quand on regarde la vitesse d'augmentation du PIB par habitant des États-Unis, le produit intérieur brut par habitant dépasse 80 000 $ dans ce pays. Mais si ce pays connaît une croissance de 3%, même si nous croissons aussi de 3%, notre progression est petite comparée à la leur. Même s'ils sont à 1% et nous à 3%, ce sera difficile de les rattraper. Pour les rattraper, il faudrait qu'ils s'arrêtent presque, et que nous croissions de 4 ou 5. Même à 3 contre 3, c'est déjà difficile, mais ce pays croît encore plus rapidement en ce moment. Quelque chose est en train de se passer. Et étonnamment, la Corée pourrait réaliser cela. La Chine, qui prétendait suivre les États-Unis, la période de forte croissance s'achève, et nous entrons dans une ère de croissance modérée, comprise entre 3 et 5%, semblable à celle que nous avons connue depuis les années 2010. Le temps de la forte croissance touche à sa fin, et on prévoit que la Chine connaisse une croissance modérée entre 3 et 5%, similaire à celle que nous avons connue dans les années 2010. Mais le PIB par habitant de la Chine est de 13 000 $. La Chine a dit qu'elle allait dépasser les États-Unis, grâce à sa population massive, car les États-Unis surpassent 2 300 milliards de dollars, alors que la Chine projette une croissance autour de 4%. Toutefois, malgré les prévisions de rattrapage dans les prochaines années, la situation reste différente. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est ma façon de parler. Mais ils ont utilisé un booster magique. Comment est-ce possible? C'était une croissance qui défiait toute logique. En général, pour la plupart des pays, c'est tout à fait prévisible de ralentir ainsi, même pour le nôtre. Regarde notre taux de croissance. C'est raisonnable. Nous étions auparavant un pays à forte croissance, et notre trajectoire s'est adoucie. Mais bon, c'était impressionnant, car nous avons grimpé à une vitesse folle jusque-là. On pensait que ce serait dû au Covid. Mais après la pandémie, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Incroyablement, tout le monde aux États-Unis se pose aussi la question. Pourquoi ce bond comme par magie? Pourquoi ça grimpe en solo? Après le Covid, au cours des 4 dernières années, que ce soit en Europe, en Chine ou même en Corée, tout semble stagner, alors que ça continue de progresser tout seul. C'est quoi? En plus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce pays, l'Allemagne, est la 3e puissance économique mondiale. Quelle a été sa croissance? Il y a eu une surprise. La croissance économique de l'Allemagne pour le 3e trimestre a surpris avec une augmentation de 0,2% par rapport au trimestre précédent. Donc, c'est une surprise. On s'attendait à une croissance négative, mais ils ont eu une croissance positive, alors c'est une surprise. Bien joué, au moins ça permet de respirer un peu. Eh bien, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. En comparaison avec l'année précédente, c'est une récession. Mais on s'attendait à ce que ce soit pire, alors c'est un peu moins pire. Bien joué. Le leader de l'Europe, l'Allemagne, se retrouve maintenant face à quelle taille économique des États-Unis? Surtout, si cela continue comme ça sans se retourner, cela pourrait engendrer une divergence vraiment incroyable. On a l'impression que depuis la pandémie de Covid-19, il se passe quelque chose de plus aux États-Unis. Alors, de quoi se nourrit cette croissance américaine? Et les facteurs de croissance du 3e trimestre aux États-Unis? La réponse qui ressort en gros titre, c'est la consommation robuste. Les dépenses des consommateurs ont augmenté de 3,7% en taux annuel. Ils sont fous ou quoi?
Ils ont vraiment dépensé autant que ça? Mais qu'est-ce qu'ils achètent en quantité pour que ça augmente de 3,7%? Ils dépensent tellement de papier toilette, ils mangent beaucoup, ils jettent beaucoup. Que faut-il pour que ce grand pays occupe un tel pourcentage de la consommation mondiale? Il consomme vraiment des ressources à profusion. Comment est-ce que cette consommation si forte est possible? Eh bien, les indicateurs d'emploi sont évidemment très robustes. Rien que pour ce trimestre, 500 000 emplois ont été créés. Avec un marché de l'emploi aussi robuste, il n'y a rien à craindre. Eh bien, pourquoi aurais-je peur de perdre mon emploi? Si je pars, il y a d'autres opportunités ailleurs. Je n'ai pas à m'inquiéter pour l'emploi. Je vis comme si demain n'existait pas, sans même penser à épargner. Épargne! Épargne! Je ne sais pas! Tu fais comme tu veux! Avec tout cet argent dépensé, la consommation annuelle augmente de 3,7%. De plus, il y a plein d'offres d'emploi. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces emplois s'accompagnent d'une forte augmentation des salaires. C'est l'un des pays où les salaires ont le plus progressé au monde, avec une hausse des salaires réels pendant 15 mois consécutifs. Le taux d'augmentation des salaires est fondamentalement supérieur à celui de l'inflation. Même aux États-Unis, après la montée de l'inflation pendant la pandémie de Covid-19, celle-ci est redescendue. Mais le taux d'augmentation des salaires diminue très lentement. Cela ne baisse pas facilement. Ce n'est généralement pas le cas. En général, c'est le contraire. L'inflation diminue lentement, tandis que les taux de hausse des salaires chutent rapidement. Cependant, dans ce pays, la hausse des salaires réels ne s'arrête pas et affiche une augmentation pendant 15 mois consécutifs. En fait, c'est un cercle vertueux. Avec la hausse des salaires, des talents du monde entier viennent s'installer là-bas, même des Japonais. Quant à l'Allemagne, inutile de mentionner l'Europe entière. De nombreux jeunes Européens disent que pour bien gagner sa vie aujourd'hui, il faut aller aux États-Unis. C'est un sujet que j'ai abordé brièvement par le passé, et que je pense développer un jour. On dit que quand on réussit bien en Europe, on finit par aller aux États-Unis. Parce qu'il y a environ 50%, ou 40%, 30% de différence de salaire, ils ne restent pas en Europe, ils vont aux États-Unis. Les plus brillants vont aux États-Unis, et même ceux qui sont au Japon y vont. Pour notre pays, ils ne partent pas. Nous, c'est parce qu'on a beaucoup de fierté nationale. Même s'ils partent, ils reviennent et consacrent beaucoup d'efforts au développement de la Corée du Sud. Mais comme tout le monde part, et que beaucoup de travailleurs étrangers vont aux États-Unis, désormais. En ce qui concerne les États-Unis, bien qu'ils connaissent un manque de main-d'œuvre, ils souffrent toujours de pénurie d'emploi. Cependant, la proportion de travailleurs nés à l'étranger a atteint un niveau record de 19%. Le rêve américain est toujours d'actualité. À l'époque de mon père, le rêve américain n'était pas aussi fort. Mais aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas le cas pour notre pays. Ça s'intensifie. Pour les autres pays, le rêve américain est de plus en plus fort. Bien sûr, dans le passé, notre pays était vraiment pauvre. Donc à l'époque, c'était vraiment un rêve. Et même si nous vivons mieux maintenant, on peut voir qu'en Europe ou au Japon, le rêve américain est encore d'actualité. Et avec des salaires élevés, tout le monde travaille. Vraiment tout le monde. Dans la tranche d'âge de 25 à 54 ans, le taux d'emploi est de 82%. Et pour ceux âgés de 35 à 44 ans, il atteint 84,6%. En fait, tout le monde travaille à ce stade. Alors, il est évident que cela devient une source de consommation robuste. Savez-vous combien d'habitants comptent les États-Unis? 330 millions de personnes. J'ai l'impression que quelque chose a légèrement changé, non? C'est légèrement différent, hein? Tu trouves pas que j'ai changé quelque part aujourd'hui? Où ça? Ah, ça! J'allais justement en parler! Ça, là! Waouh, t'as vraiment réussi à t'affiner! C'est incroyable! Eh bien, on voit que t'as fait des efforts! Oh là là, c'est quoi ça? Tellement de progrès! Pour perdre du poids, il existe la méthode coréenne. Tu sais, celle qu'on te montre à chaque fois. La méthode coréenne intense. La silhouette en S. Carrément! Désolé, ce n'est pas vraiment comme ça que la Corée est faite, hein? Depuis la pandémie de Covid-19, au cours des 1 à 2 dernières années, la productivité du travail aux États-Unis a augmenté. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comment cela est-il possible? La productivité du travail est un indicateur qui mesure l'efficacité de la production dans un pays et a tendance à diminuer progressivement au fil du temps, tout comme le taux de croissance. Cependant, la productivité du travail aux États-Unis continue d'augmenter. Au cours des 20 dernières années, même aux États-Unis, la productivité du travail a lentement décliné. Ici, vous pouvez voir une période de forte croissance. Entre 1994 et 2004, pourquoi cela a-t-il augmenté? Cela diminuait, puis il y a eu la révolution IT. C'est la phase de la révolution IT, avec l'essor d'Internet et des ordinateurs. C'est à ce moment-là que Microsoft et Apple sont apparus, et la productivité du travail a considérablement augmenté. Et cela diminuait depuis 20 ans,
Mais après la fin de la Covid, la productivité du travail a recommencé à augmenter. Selon l'expression à l'américaine, la tendance à la baisse des taux d'augmentation de la productivité au cours des 20 dernières années s'est inversée. C'est encore plus fou que ce dont on a parlé avant. Eh bien, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'intelligence artificielle a aidé? À moins que l'IA ait fait quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont développé? Est-ce qu'ils vont vraiment sur Mars? Comment cela a-t-il été possible? Un supraconducteur? Ah, ça c'est nous qui devons le faire. Qu'est-ce que c'est? Donc, selon l'expression employée, des propos comme ceci émergent. Actuellement, les États-Unis connaissent une amélioration de la productivité comparable à celle de la période de forte croissance des années 1990. Ils affichent une hausse de 2,9%, similaire au dernier boom de la productivité nationale de cette décennie. Pourquoi cette productivité est-elle si élevée? Il y a eu une explosion dans la création de nouvelles entreprises. On va en reparler dans un instant. Que se passe-t-il lorsque l'amélioration de la productivité augmente considérablement? Bien sûr, vous pouvez produire plus avec les mêmes ressources. L'efficacité s'est améliorée. Cela signifie que les entreprises peuvent augmenter les salaires sans avoir à augmenter le prix des produits. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Comme la productivité s'améliore, on peut augmenter les salaires. Les salaires réels augmentent. La consommation explose. Le niveau de vie augmente. Les salaires augmentent. Et la consommation également. Ce qui permet à l'économie américaine de bien se porter. Et alors des talents étrangers viennent s'installer, augmentant encore plus la productivité. Cela forme un cycle vertueux qui continue de s'amplifier, bien sûr. Lorsque nous pensons à l'augmentation vraiment spectaculaire de la productivité après la pandémie, la première chose qui nous vient à l'esprit est ce genre de phénomène. Si nous listons les 20 plus grandes entreprises mondiales selon les critères de Chicago, sans celui, on pourrait se demander s'il y a déjà eu une époque aussi dominée par les monopoles. Au milieu, on trouve l'Arabie Saoudite, essentiellement avec sa société publique Aramco, et au milieu, la seule à apparaître parmi les 10 premières est TSMC. Ici, ils collaborent avec NBD. Et quasiment le seul qui s'y trouve est TSMC. Puis, jusqu'au 15e, tout est entièrement américain. À part Aramco, si vous excluez TSMC, toutes les entreprises du top 20 sont américaines. Il y a Novo Nordisk, un médicament anti-obésité, et Tencent, une entreprise chinoise. Tout le reste est américain jusqu'à la 20e position. Bien sûr, cela joue un rôle. Mais comme nous le savons, aux États-Unis, qu'ont-ils dit plus tôt? Une des nombreuses raisons pour lesquelles la productivité a récemment augmenté est la forte croissance des nouvelles entreprises. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Un événement étonnant se déroule actuellement aux États-Unis. Le nombre de demandes de création d'entreprises, l'équivalent pour nous de la création d'entreprises ou de start-up, a considérablement augmenté. Après l'épidémie de Covid, le nombre de ces demandes est passé de 2 à 3 millions et a désormais atteint entre 4 et 5 millions. C'est un mystère. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi un tel engouement pour l'entrepreneuriat à travers tout le pays? Qu'est-ce qui se passe? La Chambre de commerce des États-Unis a utilisé cette expression. Il y a une vague de création d'entreprises en Amérique. Un phénomène de Silicon Valley se propage à l'ensemble des États-Unis. Le nombre de créations d'entreprises nouvelles a doublé ces dernières années. Et en 2023, un nombre record de 5,5 millions de demandes de nouvelles entreprises a été enregistré. Forbes en parle également. Un essor sans précédent des startups est en cours, les 3 dernières années étant les plus dynamiques de l'histoire. Quand vous regardez la carte des États-Unis, vous vous demandez si seule la Silicon Valley connaît un boom? Étonnamment, cela se produit dans tout le pays. Plus il y a de verts, plus le taux de croissance des nouvelles entreprises est élevé. Et plus il y a de blancs, plus le taux est bas. C'est quoi ce truc? Tout le pays est colorié. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce possible? Prenons des exemples classiques comme la Californie ou le Texas, où on s'attendrait à voir une telle croissance. Mais même la Silicon Valley ne suit pas. Et qu'est-ce que c'est que ce truc au centre des États-Unis? Et dans le sud, qu'est-ce qui se passe? Bien que ce soit une zone industrielle majeure, même en temps normal, il était rare de voir cela. Tous les États autres que les numéros 1 et 2 habituels des États-Unis connaissent actuellement un véritable boom entrepreneurial, une formation d'entreprises à l'échelle nationale. Et si l'on regarde par comté, voici ce que cela donne. Dans 85% des comtés, le nombre d'entreprises en cours de création a augmenté. Le département américain du commerce ne sait pas vraiment pourquoi ce phénomène se produit récemment. Je vais vous montrer ça un peu plus tard pour expliquer pourquoi on parle de tout ça. Bien sûr, Biden ne manque pas de s'en vanter. Regardez ça! Regardez ce boom des petites entreprises! Depuis que moi et Harris avons pris nos fonctions, 19 millions de nouvelles demandes de création d'entreprises ont été déposées à travers tous les États-Unis. Ce n'est pas un hasard. Biden, bien sûr, le présente comme ça. Regardez, les femmes, les Afro-Américains, les Hispaniques, puisqu'on les aide, il faut bien obtenir leur vote, n'est-ce pas? Donc, ainsi, ils se joignent tous pour contribuer à la prospérité américaine. Et voilà comment le boom des petites entreprises s'est produit, se vante-t-il. Et bien sûr, lorsque les startups et les créations d'entreprises augmentent de cette manière, cela mène inévitablement à une amélioration de la productivité. Cela semble évident comme leçon de manuel. Mais c'est justement parce que ce n'est pas si facile à réaliser. Parce qu'une entreprise, c'est ce qu'on appelle difficilement une startup. Mais en réalité, c'est juste une entreprise. Elle joue un rôle moteur dans l'augmentation de la productivité. Sans augmentation de productivité, elle ne peut pas gagner d'argent. Pour gagner de l'argent, il faut accroître la productivité. Pour ce faire, les entreprises doivent adopter de nouvelles technologies, introduire de nouveaux modèles commerciaux, stimuler l'innovation et renforcer la concurrence. Cela signifie que plus il y a d'entreprises, plus la productivité augmente. Mais comment cela a-t-il été possible? Nous connaissons la théorie, mais voici quelques chiffres concernant les États-Unis. Vous vous demandez peut-être si de nombreuses entreprises ont été créées et ont disparu. Eh bien, selon les données publiées par la Maison-Blanche,
Il semble qu'il y ait surtout eu beaucoup de créations. Ils sont fous? Il y en a beaucoup qui ont vu le jour, mais les fermetures n'ont pas augmenté. Les créations ont augmenté. Donc il y a eu beaucoup de créations, mais pas de fermetures. Et même si on disait que des micro-entreprises voulaient juste bénéficier des subventions, ce n'est pas le cas, car les nouvelles startups qui embauchent ont aussi augmenté de 50% par rapport à 2019, allant jusqu'à 40%. L'emploi augmente. Et c'est notamment parce que les salaires montent, malgré le fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis. Il disait que les nouvelles exigences économiques et les habitudes de consommation en évolution rapide ont changé, ainsi que le mode de vie professionnel. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Et qu'est-ce qui a changé? Premièrement, le fait que les États-Unis disposent d'un capital en profondeur. L'argent est répandu, et il se dirige vers le capital risque. On investit ici, et ça fonctionne. On regarde la direction, et ça progresse. Le Nasdaq monte, le S&P monte. On investit, et cela devient Nvidia. On investit, et cela devient Tesla. Le capital est attiré par cette dynamique. Et ensuite, The Economist a dit ceci. En ce moment, l'ambiance ressemble à celle du boom des startups des années 1990, comme lorsque les ordinateurs et Internet sont apparus pour la première fois au cours de cette décennie. Car quand il y a du changement, les startups émergent. L'argent sent le changement rapide qui caractérise cette époque. On entend aussi parler de STEM, qui signifie science, technologie, ingénierie, mathématiques. Science, technology, ingénierie, mathématiques. 이런 스템 중심의. C'est insensé. Mais cela montre vraiment que les opportunités d'affaires augmentent. En 2009, c'est une petite parenthèse, mais Barack Obama a déclaré vouloir faire des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques une priorité pour tous. Et il semble que cela devienne une réalité, car les entreprises dans le secteur des sciences et technologies ont considérablement augmenté. Et voici ce qu'il disait également. La connectivité numérique est devenue réalité. Les travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause du Covid se sont tournés vers le monde en ligne, ont créé leur propre entreprise et ne sont pas revenus à leur ancien poste. En ligne, tout le monde pouvait devenir entrepreneur, et la porte de l'entrepreneuriat est devenue beaucoup plus facile à franchir, donc ils ne sont pas retournés. Pour vous montrer une vue d'ensemble, les exigences économiques des gens ont également changé. Qu'est-ce qui a changé? Après la Covid, aux États-Unis, les gens ont commencé à se décentraliser massivement du centre-ville pour s'installer autour des centres communautaires. Et comment est-ce qu'ils vont résoudre ça? C'est fou! Comment vont-ils résoudre ça? Les gens qui n'habitaient que dans les villes se sont dispersés vers les zones résidentielles ou les centres communautaires après le Covid, créant ainsi de nombreuses opportunités d'affaires. C'est ça. Quand on va aux États-Unis, on remarque souvent dans les séries télévisées américaines ces jeunes qui prennent la voiture, font crisser les pneus et s'en vont faire la fête. Ces scènes se passent dans ces zones résidentielles, entourant les églises. Et, en réalité, ces jeunes ne reviennent pas en ville, ce qui crée de nouvelles opportunités d'affaires. Voilà le genre de discussion que nous tenons à ce sujet. Comme je vous l'ai montré précédemment, non seulement dans les grandes villes principales, mais aussi partout aux États-Unis, il y a une augmentation importante des entreprises dans le transport, le stockage, la santé, l'hébergement, l'alimentation, les services et le commerce de détail. Le pourcentage de travailleurs indépendants à l'américaine est de 7,7%, tandis que chez nous, autrefois, il atteignait 20%. Cela me fait me demander si cela est correct, mais c'est ce que dit la Chambre de commerce des États-Unis. Les données montrent clairement que les Américains ont un fort désir de lancer de petites entreprises. Et ces dernières années, l'accès accru à la technologie aux États-Unis a permis aux petites entreprises de rivaliser équitablement avec les grandes entreprises. C'est ce qu'a déclaré la Chambre de commerce des États-Unis. Enfin, voilà ce qu'il se passe. Personnellement, vous pouvez penser de la même manière, mais en voyant ce qui s'est passé après la Covid, il y a beaucoup de raisons. La première est que le gouvernement des États-Unis a imprimé de l'argent de manière exagérée, injectant de l'argent directement dans les poches des Américains, en créant ainsi une dette. Donc, la richesse des ménages américains augmente de manière impressionnante, ce qui crée davantage d'emplois et met plus d'argent à disposition. Les Américains semblent plus enclins à prendre des risques, pensant que s'ils échouent, ils pourront toujours trouver un emploi facilement. Cette mentalité d'entrepreneur, d'oser prendre des risques, illustre la situation actuelle aux États-Unis. Honnêtement, en parlant, cela semble presque incroyable. Mais non, pourtant dans de nombreux pays. Alors quand on parle de Covid, on ne devrait pas voir des résultats similaires aux États-Unis, dans d'autres pays. Les États-Unis ont montré une augmentation de plus de 34% dans la création d'entreprises. Mais la France a aussi bien performé. D'autres pays, comme l'Allemagne, n'ont montré qu'une augmentation de 0,1%, tandis que l'Italie a connu une baisse de 12%. Cela doit bien avoir une signification. L'Espagne a atteint 6%. Et bien que d'autres pays bénéficient d'un soutien massif en capital et en ressources humaines, c'est peut-être pour cela que cela a été observé aux États-Unis. Alors, en conclusion, qu'en est-il de la Corée du Sud? En 2020, en Corée du Sud également, un boom des nouvelles entreprises a considérablement augmenté le nombre total d'entrepreneurs. Bien sûr, comme nous avons de nombreux travailleurs indépendants dans notre pays,
Si nous considérons uniquement les entreprises technologiques, en excluant les travailleurs autonomes comme les cafés, voici ce que cela donne. J'ai souligné en orange la partie que j'ai sélectionnée. Oui, ça a augmenté, mais à un niveau très subtil. Cela a bel et bien augmenté, mais à peine, d'environ 10%. Cependant, à partir de 2021, avec la hausse des taux d'intérêt, cela est redescendu à 220 000, revenant au niveau de 2019. La situation est préoccupante. En outre, cela pourrait devenir un sujet à part entière, mais pour le moment, la Corée du Sud... Cela arrive chaque année, mais cette année, cela semble apparaître un peu plus dans les gros titres, ce qui est un peu inquiétant. Nous assistons à des départs volontaires massifs. Samsung, KT, NCSoft, SK, LG, industrie pharmaceutique, biotechnologie, transport, jeux, distribution, IMAR. Il n'y a pas un endroit où l'expression restructuration avec départ volontaire n'apparaît plus de nos jours, ce qui peut bien sûr inquiéter. Bien que jusqu'à l'année dernière, les exportations de la Corée du Sud aient plutôt soutenu l'économie, et que cette année ne soit pas si mal non plus. Nous faisons face à des problèmes structurels et à une faible croissance. Pourrions-nous réaliser un saut aussi spectaculaire que celui des États-Unis que vous avez vu précédemment? Ma, Yoon, Non et Igan. Enfin, il y a récemment une institution qui a commencé à publier des rapports comme un think tank. C'est la Banque de Corée qui a bien changé par rapport à auparavant. Autrefois, la Banque de Corée n'était pas une telle institution, mais ces temps-ci, elle émet comme un think tank toutes sortes d'opinions à un rythme effréné. Je pense que cela pourrait refléter les intentions du gouverneur. Lee Chang-yong a ainsi déclaré que les rapports sur la réforme structurelle, que la Banque de Corée publie récemment, seront correctement évalués dans 10 ans. En même temps, ils ont mentionné qu'il s'agissait d'une proposition d'admission proportionnelle régionale pour les universités de premier plan que la Banque de Corée a évoquée dans un rapport récent. C'est un véritable pavé. Sélectionner uniquement par ordre de mérite n'est pas la façon la plus équitable de faire. Pourquoi ne pas considérer un système de sélection proportionnelle par région pour nos grandes universités comme Séoul National, Yonsei ou Korea University? Ainsi, nous pourrions répartir et équilibrer la croissance, tout comme aux États-Unis. Si tout est concentré uniquement à Séoul ou dans la région métropolitaine, est-ce vraiment optimal? Il n'est pas nécessairement plus juste de recruter uniquement en fonction des résultats scolaires. On pense que c'est la manière la plus équitable de sélectionner, mais c'est une vue étroite. Partout dans le monde, les universités sélectionnent pour promouvoir la diversité. Pourtant, nous sommes figés dans l'idée que choisir par classement académique est le seul critère juste. Pour un Coréen, cela peut être un concept un peu difficile à comprendre. Ne pas sélectionner en fonction du classement académique n'est-il pas le plus équitable? Maintenant, nous répartissons tout équitablement. Comment ça? Tu fais quoi? Ah, tu es avocat, tu es médecin, tu es comptable? On attribue ces rôles et on pense que c'est ça, la justice. Mais on est piégé dans cette idée. Alors, le rapport de la Banque de Corée suggère que choisir les étudiants uniquement sur la base de leurs résultats scolaires pourrait ne pas être la méthode la plus équitable. Il y a un besoin de répartition régionale, et si les universités décident de recruter 80% d'étudiants des régions, cela pourrait amorcer un changement dans la concentration métropolitaine. Distribuer 80% aux régions. Par exemple, si on prend 1% de Gangwon-do et qu'on le compare au meilleur score de Séoul, alors sélectionnons les 10% meilleurs étudiants de Gangwon-do, 10% de Busan et 10% de Séoul. Puisqu'il y a des différences dans les infrastructures éducatives, sélectionner de cette manière pourrait aider à décentraliser la concentration sur la région de la capitale. Ainsi, les étudiants seraient plus enclins à s'installer ailleurs. Voilà le genre de propositions qui ont été avancées. Je vous ai déjà montré ça une fois, mais j'ai l'impression que je vais avoir des ennuis rien qu'en parlant. En fait, pour obtenir de bons scores au test de compétences scolaires coréens, il faut venir à Gangnam. C'est un choix judicieux pour les scores. Honnêtement, quand tous les élèves étudient ensemble, être dans cet environnement aide à avoir de meilleurs résultats. Et la récompense de ces scores, elle dure toute une vie. Ça dure même en ayant plus de 50 ans. Même à 60 ans, cela comptera encore. Que ce soit un score de 382 ou 386 sur 400, ça vous suit toute votre vie. C'est surprenant, mais c'est la réalité. L'éducation est extrêmement coûteuse, mais c'est l'investissement le plus efficace sur 20, 30, 40 ans. Donc pour y arriver, s'installer à Gangnam est une option judicieuse pour l'instant, et fréquenter une université à Séoul est également une décision éclairée. La Banque de Corée souligne plusieurs points, notamment. Premièrement, est-ce que les enfants sont vraiment heureux? Non, c'est... Deuxième point, celui-ci. Les étudiants qui font leur scolarité de la fin du collège au lycée, voire à l'université, dans la région de Séoul, peuvent-ils plus tard choisir de s'installer ailleurs dans le pays? Et Filmone Chambin. Quand tu es étudiant, c'est le moment fort de ta vie. Au collège, au lycée, à l'université, tu rencontres ta petite amie ou ton petit copain. C'est l'époque où tu vis ta vie, et beaucoup d'entre eux ont toujours vécu à Séoul, ou dans la région métropolitaine. Plus tard, même s'il y a une entreprise quelque part, et qu'on leur propose de meilleures conditions ailleurs, partir pour une région qui n'est pas Séoul ou sa périphérie est difficile, même pour un salaire un peu plus élevé. Je pense que l'expression province n'est pas très appropriée, mais apparemment, vivre en dehors de Séoul est assez similaire. Personnellement, je n'ai pas vécu ailleurs, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais quand je demande à mes amis, ils disent que c'est tout pareil. Quand on vit à Séoul et qu'on est un gars de la ville comme moi, on imagine qu'en dehors de Séoul, c'est vraiment la campagne profonde. Je suis désolé, c'est un préjugé. On va leur demander, est-ce que vous avez un IMART dans le coin? Ou y a-t-il un cinéma là-bas? Ils s'énervent en disant, qu'est-ce que tu racontes? Tout est là, tout est là. Les Parisiens pensent qu'il n'y a que ça, comme si on vivait en cultivant. Quelle absurdité. Mais ce n'est pas du tout ça. En réalité, ce n'est pas comme ça. Cependant, si l'on passe la majeure partie de sa vie là-bas, ce n'est pas facile de changer. Changer d'environnement de vie, c'est vraiment difficile. Très difficile.
Ce n'est pas facile. Je veux dire, si on ne redescend pas dans les régions, bien sûr, cela va continuer à s'agglutiner ici. Il faut vraiment décentraliser, pour espérer montrer qu'on peut aussi avoir ce genre d'évolution positive. Mais, bon, je ne sais pas si ce sera facile à réaliser. Ça ne sera pas facile, car comme le disait le Premier ministre, c'est quelque chose de très ancré chez nous. En Corée, l'idée qu'il est juste de sélectionner selon l'ordre des résultats est très forte. Il existe même des livres à ce sujet. Maintenant, je ne sais pas si ce mérite est juste ou non. On peut supporter l'inégalité si c'est équitable, n'est-ce pas? Si c'est équitable, on peut accepter de répartir les rôles comme avocat, médecin, etc. Mais on ne peut pas tolérer l'injustice. Par exemple, une répartition par région, autre que selon l'ordre des résultats, cela, on ne peut pas l'accepter. Eh bien, c'est ça. Ainsi, la priorité donnée aux notes du CSAT et au prestige des universités est mise en avant. Mais personnellement, créer des situations dans la société où cet effort peut être récompensé pourrait être mieux que de se concentrer sur 1 ou 2 points de plus au CSAT. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qui se dit. Je ne sais pas si ce que la Corée propose est la bonne solution, mais c'est une piste à explorer. Est-ce que c'est possible? Qu'ont-ils fait pour réussir cela? C'est vraiment incroyable. Bien sûr, aucun autre pays au monde ne le fait. C'est juste les États-Unis. Waouh, quel saut! C'est comme un triple axel de Kim Yuna. Le pays s'élève comme Kim Yuna avec une croissance de 3% et un revenu de plus de 80 000 $. Mais nous aussi, à ce niveau, actuellement nous sommes à environ 36 000, n'est-ce pas? Comme je l'ai déjà dit, si nous atteignons les 45 000, on sera vraiment au niveau du Royaume-Uni ou de la France. Si nous atteignons 45 000 $ ou 50 000, on pourrait même rivaliser avec eux. Il ne nous reste que 10 000 $ pour atteindre les 45 000. Si on atteint vraiment 45 000 $, je pense que le niveau du pays peut passer à une autre dimension par rapport à maintenant. 10 000 $, atteindre 30 000 $ était déjà un miracle incroyable pour notre pays. Et aucun autre pays n'y est parvenu. Il n'y a pas de pays au monde qui soit parti de 10 000 pour arriver à 30 000 $. Si on exclut les petites villes-États, même la Chine ne semble pas pouvoir le faire puisqu'elle s'est arrêtée à 13 000 $, augmentant très lentement. Passer de 10 000 à 30 000 $ est un miracle. Et il est possible d'atteindre 45 000 $. C'est l'objectif. Ce pourrait être notre objectif à court terme. Si nous n'y parvenons pas et finissons par stagner autour de 35 000, nous pourrions nous retrouver dans une sorte de période de croissance économique longue et faible, à la japonaise. On ne sait pas ce qui va se passer. Cela pourrait être un boom des startups. Mais comment réussir ce que les États-Unis ont fait avec l'amélioration de la productivité? Comment ont-ils réussi à augmenter leur productivité du travail? Si nous adoptons cette approche, les salaires pourraient augmenter, vous pourriez devenir plus riche, et nous pourrions tous vivre mieux ensemble. J'espère vraiment que ce sera le cas.